Le 19 mars de la semaine prochaine marquera le 75e anniversaire de l'indépendance, de la départementalisation de la Réunion, 75 ans après. Comment le Réunionnais voit cette évolution, voit le fait que la Réunion a eu plus de moyens pour améliorer ses conditions de vie. On va en parler dans Causement Réunionnais. Bonsoir, Christian Jalma. Le lapsus est peut-être pas révélateur, mais il y avait une forme d'indépendance qu'on attendait de la départementalisation. D'abord, un lapsus, c'est un mot manqué. Quand on fait un lapsus, c'est-à-dire le mot est dans la tête et depuis longtemps, il est là, mais on l'oublie, mais le mot ne nous oublie pas. Donc lapsus est révélateur, et il me souhaite bien de faire une révélation là dans l'émission. Je reviens à ce que je disais, c'est que qu'est-ce que la population réunionnaise, surtout les plus modestes, pouvait attendre s'ils avaient eu l'information d'un tel changement de statut qui, avouons-le, n'a rien apporté dans les 10 ou les 20 années qui ont suivi pour ceux qui étaient les plus pauvres. On veut dire, on parle avant 1946. Avant ou après, mais avant d'abord, déjà, un contexte. Qu'est-ce qui amène les Raymond Vergès et Léon Lepervenche à déposer sur le bureau de l'Assemblée nationale ce projet de départementation qui va concerner 4 départements, bien sûr, 4 territoires, la Guyane, la Guadeloupe, Martinique et la Réunion. Qu'est-ce qui amène? Comment évolue la Réunion depuis 1848? Il faut remonter justement à la date 1948 pour comprendre ce que Vergès et Lepervenche, ce sont des communistes. C'est-à-dire, depuis 1848, depuis le premier esclave arrivé à la Réunion, mais pense que le sens communiste existait déjà. C'est-à-dire, quand un marron monte dans les hauts, et ils seront des milliers, ils vont vivre en autarcie par eux-mêmes, se débrouiller par eux-mêmes, sans aucun État. C'est déjà un terme communiste. On va juste rappeler que au moment j'allais ressortir le mot indépendance. Je veux quand même que je me fasse attention à ce que je pense. Au moment de l'abolition de l'esclavage, il y a une chose qui est proposée aux esclaves, c'est de travailler dans les champs, de rester dans les champs pour travailler pour les colons. Alors, cette démarche-là est menée par Sadaga Rega. Il fait le tour de l'île pour dire aux anciens esclaves de rester, ils sont payés, et d'être les ouvriers agricoles des colons. Oui, c'est encore un sens communiste du terme et de l'action. C'est-à-dire quand une société dit « vous êtes ouvrier, vous travaillez, et moi je suis patron », c'est-à-dire c'est un sens communautaire. Ce sens, m'a bien dit, ça existe depuis 1948, bien avant 1948, cette idée de communiste que Lepervenche et Debré va refléter en 1946. Donc tout cet esprit existe. Et à l'époque, sûrement, l'île ne se nommait pas la Réunion. On était connu pour un mot colonie. Colonie, ça veut dire que des personnes venaient sur cette île, venaient entretenir quelque chose pour eux-mêmes. Mais une autre partie de la communauté n'était pas concernée. C'est-à-dire, dès 1848, quand l'abolition de l'esclavage est donnée, tous les marrons, tous les esclaves qui ne vont pas travailler sur les champs, et beaucoup n'iront pas, parce qu'aujourd'hui, l'ami parle un peu vite, l'ANPE souvent demande des gens à travailler dans les cannes. On n'en trouve pas. Non, il y a de moins en moins, et pour l'avoir discuté avec un patron pour quelqu'un qui a des champs de canne, et il me le dit, il trouve de moins en moins d'employés agricoles, d'ouvriers agricoles, et il est obligé d'utiliser la machine pour couper ses cannes. Et il est désolé, mais il ne peut pas faire autrement. Oui, mais on n'en trouve pas de moins en moins. Ouais. Ça, c'est une expression à lui. Mais ça a commencé depuis 1948. Ouais. C'est-à-dire, on a fait un travail dur
ce travail dur, on ne va pas le refaire en être sous-payé ou travailler avec quelqu'un qui nous a frappé, enfin, tout ça. Hein. Donc il y a une séparation. Et quand les marrons descendent dans les bas, les colons qui ont réussi à fonder la Banque de la Réunion vont garder l'économie. Ils vont réellement empêcher par tout le système que ces anciens esclaves deviennent des économistes, produisent de l'argent. Donc on va les parquer dans un camp. Et le camp, à La Réunion, il y aura beaucoup. C'est ce qu'il va faire, donc c'est le début des bidonvilles de La Réunion. Les débuts des bidonvilles, c'est-à-dire Caen, Cancalice, Caen Zou. Là on parle de Saint-Denis. Il y en a beaucoup sur cette île. Au port, il y en aura pas mal aussi. Alors, quand on dit au port, il y en a pas mal, c'est parce que on avait besoin de la main-d'œuvre sur le port. Donc, c'est pour ça que les gens allaient là où il y avait à travailler, il y a toujours forcément un camp pour les plus modestes, pour les plus pauvres. C'est là qu'ils vivaient dans un amas de tôle et sans eau, souvent, sans électricité, le plus souvent, et souvent sans j'allais dire les toilettes rudimentaires. Même ça, ils n'avaient pas. Et moi, je l'ai vécu dans un de ces anciens camps. Ça s'appelle Chemin La Croix, à Saint-Clotilde, qui appartenait à M. Laurie. Maintenant, le chemin s'appelle Laurie-Léo, Laurie-les-Bas. Oui. Et le terrain de M. Laurie, à l'époque ancienne, commençait au bâton des Lames et finissait au sommet de la montagne. Donc moi, je l'ai vécu là-dedans, et moi, je l'ai eu la lumière uniquement en 94, hein, quand je suis sorti de mon bidonville à Chemin-la-Croix, 94. Voilà. C'est pour montrer à quel point ces camps, ces bidonvilles, ont trouvé, parce qu'il n'y avait pas de travail, et les gens, surtout les anciens marrons, quittaient les hauts et venaient chercher du travail dans les bas, ils ne voulaient plus travailler dans les champs de canne. Donc, ils essayaient de trouver autre chose. Mais ils ne vont pas trouver. Ouais. Ils vont rester là-dedans. Mais en fait, ceux qui font l'économie connaissent ce qu'ils font. Les camps produisent encore de l'argent. Les camps produisent beaucoup d'argent. On a parlé dans d'autres émissions que c'est la pauvreté qui produit la richesse. Pas le contraire. Ouais. Un homme riche ne mettra pas d'argent dans n'importe quoi. Sauf quand les gens demandent quelque chose, là, il va chercher quelque chose pour compenser et avoir de l'argent. On part de 1848, au moment de l'abolition de l'esclavage. On part de ces milliers d'esclaves qui ne veulent plus travailler dans les champs de canne. Mais malheureusement, il n'y a pas de travail non plus, parce que maintenant, ils sont un peu plus nombreux sur l'île, et on ne peut plus vivre en autarcie aussi facilement qu'avant, surtout qu'aujourd'hui, ils ont quelques enfants. Ils ont des enfants, et il faut trouver à manger. Et là, il fallait aller, les commerces, les ouvriers, après il y aura le chemin de fer également. Donc il y a quand même, mais pas suffisamment pour tout le monde. Non, en fait, le travail, il ne manque pas le travail là, ici. Même à l'époque de l'esclavage, le travail n'a jamais manqué. C'est cette idée de colonie qui empêche que des personnes vont créer une économie. Parce que le danger chez des gens qui aiment l'argent, c'est que l'autre possède aussi de l'argent. Parce qu'ils savent que c'est l'argent qui va produire un changement radical dans le lieu là où on vit. Enfin, dans l'économie. Et c'est pour ça que les camps rapportent beaucoup d'argent. Il y a une raison. Par exemple, hein, quand moi j'étais dans mon bidonville, en 1980, 1994, enfin depuis à cette époque, c'est-à-dire mon propriétaire passait dans le camp et il nous empêchait de nettoyer le bidonville. Il nous empêchait de casser les branches, de mettre propre. Il nous empêchait. Et moi, je me réfléchis, je me dis, c'est pourquoi il nous empêche? En fait, c'est après quand le bidonville est cassé qu'on a construit les immeubles que j'ai compris. C'est-à-dire, tant que la terre était sale, l'endroit était sale, je valais de l'argent. Enfin, pour eux, je valais. Ah, d'accord. Si je nettoie, l'État a dit, c'est pas insalubre. C'est pas insalubre, donc le propriétaire, les économistes n'auront pas ce qu'ils demandent. Ouais. Il fallait tout laisser en état. Donc, depuis 1848, tout ça a été planifié. La saleté, le non-courant, les cabinets dehors, tout ça a été planifié pour produire de l'argent. D'accord. Et 1946, donc, début, La Réunion devient un département d'outre-mer. On va commencer à essayer
de mettre la Réunion, c'est vrai pour les autres dom-tom, hein, pour la Martinique, la Guadeloupe et la Guyane, de donner aux Français d'outre-mer peut-être pas les mêmes, mais au moins de quelques-uns des avantages qu'ont les Français qui sont de métropole. On appelle ça les fonctionnaires. Alors d'abord, il y a les fonctionnaires. On va attribuer aux fonctionnaires, on va leur donner la surrémunération parce qu'ils sont loin. On va leur donner un salaire plus élevé que les fonctionnaires de métropole. Voilà, la surrémunération a commencé depuis longtemps aussi, hein, c'est-à-dire depuis le premier colon est arrivé. C'est-à-dire, on m'a bien dit, M. Laurie, le propriétaire détient la terre de Bâton des Larmes jusqu'au sommet des montagnes. Et ces personnes-là, pour partager la Réunion, ils tiennent une ligne imaginaire. On appelle ça la ligne paradis. C'est pour ça, à Saint-Pierre, il y a un lieu qui s'appelle ligne paradis. Ligne paradis, c'est quoi? On met au centre de la Réunion un point, et c'est comme un gâteau, on coupe la Réunion comme un gâteau. C'est des lignes-là, qui sont lignes des paradis, et chacun des colons reçoit des lopins de terre énormes. Et sur ces terres-là, ils sont parqués des gens pour produire de l'argent, mais ça ne suffit pas. Comment faire pour produire encore plus? Alors, quand on parle de production d'argent, ces personnes qui sont dans les camps, ce sont de la main-d'œuvre très bon marché. Les femmes pour tout ce qui est femmes de ménage, pour s'occuper des enfants des autres, les hommes pour s'occuper de la cour, des jardins, parce qu'à cette époque-là, on avait besoin de beaucoup de monde. Donc, les gens étaient très, très payés très bas. Justement. Donc, à côté, il y a une qu'on appelle surnumération, qui est bizarre. On a déjà parlé de la dans d'autres émissions. C'est quoi la surnumération pour aller vite? Moi, je pense que la surnumération, c'est l'État français paye des gens pour rester sur l'île. Uniquement pour ça. Parce que ces personnes ne sont pas légales, se sentent pas égales de d'autres personnes. Donc, s'ils reçoivent 2 euros comme moi, ils vont pas rester. Mais moi, je peux rester ici, même 100 euros. Et puis, arrive l'idée de la départementalisation. C'est quoi cette idée? Mais il faut remonter un petit peu avant encore. Là, on a remonté en 1948. On va remonter au moment où les colons eux-mêmes voulaient l'indépendance de la Réunion, c'est ça? Non, là, on va remonter un peu plus près. C'est-à-dire, en 20 minutes, on n'a pas le temps de faire l'historique un par un. Mais là, on va remonter en 1939. Et qu'est-ce qui se passe? Début de la guerre, normalement, de la guerre mondiale. Il y a la guerre. Il y a la guerre mondiale. La guerre mondiale, la France est occupée jusqu'en 1945, jusqu'à l'arrivée des Américains. Jusqu'à les Alliés gagnent la guerre. Mais la France, en guillemets, de Gaulle n'est pas considérée comme... il n'est pas légal de Eisenhower, de Staline, de Churchill. Voilà, enfin, les autres se disent qu'il n'est pas notre égal à nous. Lorsqu'il y a le partage du monde à Yalta, voilà. De Gaulle n'est pas invité. Donc la France n'aura pas aucune terre plus qu'il avait déjà. Ouais. Aucune terre. Je ne pense pas qu'il y a d'autres terres, sinon on l'aurait su. Mais les trois autres, ils vont partager le monde. Ils vont faire des frontières en Afrique. Toute l'Union soviétique va prendre beaucoup de pays, beaucoup de terres. Mais la France, lui, il n'a pas reçu de terre. Il ne participe pas au partage du monde. On lui dit, tu ne participeras pas. On est bien précis. Mais maintenant, 1946 arrive, mais la France veut quelque chose. Si la France aurait été partagée la terre, il aurait eu demandé Madagascar. D'accord. Voilà ce que la France aurait demandé au moins, Madagascar. Mais on ne lui donne pas Madagascar. Mais elle est déjà à Madagascar à ce moment-là. Si, elle est à Madagascar, mais elle n'appartient pas à la France officiellement. Oui, d'accord. C'est une colonie, si on veut. Donc, pour prendre Madagascar, qu'est-ce qu'ils vont faire, la France? Il va d'abord poser ses pions, c'est-à-dire poser la Réunion comme un département français de droit. Ah, d'accord. De droit et de loi. Et quand il est dans l'océan Indien, il a ses droits, il a ses pieds, la mer maintenant grandit. Ce qu'on appelle la zone exclusive. Grandit, donc Madagascar est de plus en plus rétréci. Et c'est là que la France va attaquer Madagascar avec une guerre en 1947. Cette guerre démarre de la Réunion même. Beaucoup de Réunionnais vont partir là-bas. Il y a une guerre qui va durer 3 ans.
que la France ne reconnaît pas comme une guerre. Et pendant 3 ans. Donc la départementalisation, c'est un des prétextes aussi pour attaquer Madagascar, pour prendre Madagascar. Mais 3 ans après, la France ne peut pas le prendre. Et puis, pourquoi me dit ça, moi? Parce que moi, je ne suis pas historien, moi. Me dit ça parce que moi, c'est mon histoire, et je dois le dire à la télévision, ou même dans un livre, on doit le dire, parce que la façon dont il parle n'est pas écrit dans les livres comme ça. Mais c'est comme ça dans l'histoire réelle. C'est parce que quand la France attaque Madagascar en 1947, aucun pays ne dit un mot contre la France. Ça veut dire quoi? Il ne faut pas être sorcier, il ne faut pas être intelligent, il ne faut pas être grand historien pour comprendre qu'il y a tractation derrière. Parce qu'un pays ne peut pas attaquer un pays sans qu'aucun pays dans le monde ne dit. Donc c'était prévu attaquer Madagascar. Mais il fallait justifier la présence française dans l'océan Indien en mettant la Réunion département français. Parce que, comme vous dites, là, toutes les choses politiques et sociales vont perdurer après 1946. Les bidonvilles vont exister jusqu'en 1994. Donc un département français, il prend encore 70 ans pour mettre propre. Mm-hmm. Donc c'était pas une priorité. Qu'est-ce qui était la priorité en 1947? C'était la vision de Madagascar. On va quand même préciser que De Gaulle, quand il arrive, il veut d'abord décoloniser. C'est De Gaulle qui va surtout mettre en place toute la décolonisation, que ce soit l'Algérie, l'Indochine. Là, De Gaulle a quand même une vision de se séparer de l'Empire pour concentrer les moyens sur le territoire français de l'Hexagone. Mais l'Empire, il est mort depuis 1948, hein. C'est-à-dire avant 1948, la Réunion produisait des épices, produisait des choses pour emmener là-bas. C'est-à-dire l'argent gratuit, il y a des esclaves qui produisent des choses que l'amènent en France. L'abolition arrive, la production n'est plus là, la production. Donc l'Empire, on appelle ça dans les livres les confettis d'Empire, il reste que des confettis. Les confettis de l'Empire, oui. Les confettis d'Empire. C'est-à-dire ça ne produit plus rien, ça reste une terre qui coûte très cher. La Réunion coûte très cher à la France. Maintenant, ce département coûte très cher. Il faut poser la question, pourquoi il n'y a pas une suite à cette départementalisation si ça coûte très cher à la France? En 82, il y a la régionalisation avec François Mitterrand, président de la République. On crée le Conseil régional, entre autres. Cette loi, François Mitterrand l'avait combattue en 69 parce que c'est De Gaulle qui l'a proposé, et lui, il le remet en place après l'avoir combattu en 1982. Et en 80, Mitterrand annonce aussi que la Réunion, il faut que le colonna meure, le système colonna. Donc officiellement, un politique a annoncé que il reconnaît que le système colonial était encore là en 81. Et même après, et ça dure encore, oui. Je veux dire, ça n'a jamais vraiment cessé le colonna. Et à ce niveau-là, quel que soit le parti communiste qui avait pignon sur rue à ce moment-là, tout le monde a travaillé pour maintenir un statu quo où ceux qui avaient les moyens pouvaient utiliser ceux qui n'en avaient pas. Ben voilà, en fait, on parle du communisme. Moi, là, actuellement... Non, j'ai parlé de tout. Oui. Quel que soit le parti politique qui est au pouvoir, oui. L'objectif, c'est de maintenir un statu quo. Non, on se comprend. Ouais. Là, il parle à la télévision. Ben, moi, je pense que là, actuellement, moins que Jean-Jacques Allemand dit Pink Floyd, mais le plus grand communiste de l'île. Tu comprends le sens? C'est-à-dire, moi, je parle, je dis des choses, je propose une vision, on fait une analyse, ouais. On voit si on peut aller plus loin, on peut aller plus loin, et il faut reculer, il faut retourner, parce que on revient. La départementalisation stagne. C'est-à-dire, c'est comme si la Réunion est dans une mare, et on envoie des choses dessus, des gens qui sont hyper payés dans cette mare, et la mare ne bouge pas. C'est peut-être pour ça qu'ils sont hyper payés, d'ailleurs. Une question, il faut se poser. Alors, dernière question, Christian Jalma. Je veux dire, quand on regarde les bidonvilles à La Réunion, les RHI ont commencé dans les années 80, un peu avant les années 80. RHI, c'est donc résorption de l'habitat insalubre. Ça a mis quand même près de 20 ans, ou même plus, pour que La Réunion efface
ce qui a été un petit peu les traces des camps qu'on a eu après 48 et ces endroits où on a entassé des gens dans la misère, dans l'insalubrité et dans une hygiène vraiment... Voilà, aujourd'hui, la dépaupérisation, si vous voulez, ils cherchent à cacher l'endroit où ces camps ont existé. Hein. Par exemple, quand VHS rentre à la région, il va construire la route Boulevard Sud, sur Saint-Denis. Et la route Boulevard Sud passe sur au moins 3-4 camps de Saint-Denis. Sous la route, il y a les camps. D'accord. Maintenant, après la départementalisation, il faut qu'il y ait une suite. Et cette suite doit être logique. C'est-à-dire, départementalisation, si la Réunion coûte cher à la France, il faut se poser la question, qu'est-ce qui coûte cher ? Alors, la question, elle a été posée dans les années 80-90, parce qu'à chaque fois, on remettait sur le papier l'indépendance de la Réunion. Mais à chaque fois, on voyait bien qu'il n'y avait aucune stratégie vraiment en ce sens, parce que d'une part, qu'on le veuille ou pas, historiquement, cette terre, elle est française pour l'instant, sur le papier. L'histoire, en tout cas, on a montré que les premiers arrivés sont les Français, les premiers à revendiquer cette terre, ce sont les Français. Donc, on est parti dans ce sens-là. On pourra après essayer de comprendre ce qui s'est passé vraiment, qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qui a été dit, qu'est-ce qui n'a pas été dit, qu'est-ce qui a été caché. On aura l'occasion de voir ça. Mais en tout cas, une chose est sûre, le 19 mars 1946 marque une étape importante. Comme le 20 décembre 1948 marque la fin de l'esclavage, le 19 mars 1946 marque le début d'un autre chapitre de l'histoire de la Réunion. On va développer ça tout au long de la semaine prochaine. On verra un petit peu quels ont été les bons, qu'est-ce qui a été bien fait, qu'est-ce qui a été moins bien fait depuis le 19 mars 1946. Merci Christian Jamin pour cet éclairage-là. Merci à vous de nous avoir suivis. Très bon week-end. Merci Alain également. Merci François. Très bon week-end à vous. Et je vous dis à bientôt.